Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du webinaire Email Academy de Sinch Mailjet. Voilà, les slides sont prêtes. Donc, c'est la deuxième édition de ce webinaire. La première a eu lieu il y a quelques mois et donc est disponible sur notre chaîne YouTube. On parlait de la création tout simplement de la stratégie d'emailing, donc de la mise en place de la stratégie jusqu'à l'envoi de votre première campagne et du suivi. Tout ça est retrouvable sur YouTube, tout comme dans quelques jours, cette présentation sera disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on se concentre davantage sur la croissance de listes de contacts organiquement. On reviendra sur ce point un petit peu plus précisément. Et avant de commencer, présentons-nous. Donc, je suis Thomas Ajdukovic, spécialiste de la localisation et des contenus en français pour Mailjet, donc en France. Et je suis accompagné de Stéphanie. Bonjour, moi je m'appelle Stéphanie et je suis responsable du produit chez Mailjet et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la croissance des contacts, des listes contacts. Et pour nous accompagner et nous aider durant cette présentation, on peut compter sur Eftim Yankov et Daniela Bianova dans le chat, notamment dans l'onglet Q&A, pour poser toutes vos questions. Donc, ils pourront répondre à vos questions et surtout nous passer les questions que vous pourrez avoir, puisqu'évidemment, à la fin de la présentation, on consacrera 10-15 minutes à vos questions sur le sujet des listes de contacts. À la technique, on peut aussi compter sur Thomas Niren, qui est basé à Austin. Donc, c'est un peu tôt pour lui, mais il est brave et il a fait l'effort d'être avec nous. Et on n'a pas de photo d'elle, mais Laura Hittner est aussi avec nous dans le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir dans l'onglet Q&A. Le chat, vous pouvez bien évidemment commenter, parler, échanger avec vous. Mais si vous avez vraiment des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser vraiment dans Q&A. On insiste là-dessus, c'est plus simple pour tout le monde. Et vous pouvez aussi voter sur les questions que vous trouvez les plus importantes et les plus pertinentes. Comme ça, on est sûr d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à participer, à vraiment les mettre là-dedans et voter et participer. Les présentations sont faites, donc rentrons dans le vif du sujet avec notre sommaire. Donc, on abordera 3 points principalement. Tout d'abord, pourquoi construire votre liste organiquement ? Ensuite, comment le faire, tout simplement. Et à la fin, l'entretien général de vos listes sur le long terme. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va définir ce qu'est une liste de contacts. Donc, c'est évidemment une liste en ce qui nous concerne, une liste d'adresses email à qui vous allez envoyer d'une seule façon, d'un seul push, un message donc à une multitude de destinataires. Dans d'autres cas, ça peut être une liste de numéros de téléphone, etc. Et à noter que donc, une liste de contacts, ça peut ne pas être que des adresses email, elle peut aussi comporter d'autres données comme le prénom des contacts, leur nom, leur localisation, etc. D'autres informations qui viendront enrichir par la suite votre stratégie d'emailing. Et donc, pourquoi construire vos listes organiquement ? De bonnes listes de contacts sont essentielles, évidemment, à une bonne stratégie d'emailing, puisque donc, on considère que le marketing par email reste la meilleure façon de rester en contact avec vos clients. Donc, je vais répéter des choses que j'avais déjà dit lors de la première édition, mais il y a des chiffres qui circulent comme quoi le retour sur investissement de l'emailing était de 36 pour 1, donc à savoir pour 1 euro investi, on pouvait en récupérer 36. Bon, depuis, ces chiffres ont été revus à la baisse, mais il reste que de tous les canaux marketing, l'emailing reste aujourd'hui toujours le plus rentable, celui avec le ROI le plus rentable. D'une part parce que ça coûte pas cher de faire de l'emailing, et d'autre part puisque vous poussez vos promotions, vous poussez vos landing pages et autres annonces, eh bien, vous pouvez convertir plus facilement puisque vous arrivez directement dans la boîte de réception de vos destinataires. Donc, pourquoi construire vos listes organiquement ? D'une part, parce que c'est un aspect clé de la délivrabilité. La délivrabilité, c'est, donc, on va le répéter, le fait d'arriver en boîte de réception. Quand vous appuyez sur « Envoyer », votre email passe par une série de serveurs. Et quand il arrive du côté du serveur de vos destinataires, donc à la réception, le serveur de réception peut décider de rediriger l'email en boîte spam ou en boîte principale, l'objectif, voire ne pas le délivrer du tout. Donc, la délivrabilité, c'est le fait de bien arriver en boîte de réception. Et donc, avec des listes organiques, vous multipliez vos chances d'arriver en boîte de réception puisque vous interagissez avec des gens qui sont déjà intéressés par ce que vous avez à proposer.
D'autre part, ça permet un meilleur ciblage, puisque comme on l'a dit, les listes de contacts peuvent être personnalisées avec des informations liées aux contacts eux-mêmes, le prénom, les centres d'intérêt, la localisation, ce genre de choses. Et donc, vous pouvez, grâce à ces données-là, segmenter vos envois, c'est-à-dire envoyer seulement à une portion spécifique de votre liste globale. Par exemple, les gens qui chaussent du 38 ou les personnes âgées de 18 à 25 ans, pour vraiment avoir un message beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis. Enfin, et c'est probablement le plus important, la raison la plus importante de pourquoi il faut construire vos listes organiquement, tout simplement parce que c'est un impératif légal, en tout cas si vous habitez en Union européenne ou si vous envoyez des emails vers l'Union européenne. Vous devez connaître le RGPD, le règlement général sur la protection des données, donc qui est en vigueur depuis 2019, si je ne m'abuse, mais qui est en vigueur de fait, et donc qui demande que vous ayez le consentement explicite de vos contacts avant de leur envoyer une communication à valeur marketing ou commerciale. Donc c'est un impératif pour vraiment énormément d'expéditeurs par défaut. Si vous ne respectez pas ce règlement, vous vous exposez à des amendes, voire à des peines de prison, donc autant éviter. Donc voilà les raisons principales pour lesquelles vous devez construire vos listes organiquement. Et donc, on va enchaîner sur un premier sondage. Oui, on va lancer un petit poll pour voir exactement combien de contacts vous avez déjà sur vos listes. Donc, je vais ouvrir le poll maintenant. Donc, ça, c'est votre liste principale. Donc, on va donner quelques secondes si vous souhaitez. Vous pouvez voter justement en cliquant sur l'onglet poll qui a dû s'afficher en haut de la boîte de chat. Donc, allez-y. Il n'y a pas de jugement, par ailleurs, sur le volume de liste. C'est juste pour avoir une idée de vos volumes d'envoi et donc adapter éventuellement notre présentation par derrière. À noter que c'est pas la taille qui compte en emailing. Une liste contenant pas un nombre limité d'adresses, mais qui sont qualifiées, c'est-à-dire de gens très intéressés par ce que vous avez à proposer, aura énormément plus de valeur qu'une liste donc non qualifiée qui contiendra des millions d'adresses. On a quand même, il y a un certain nombre qui ont un bon nombre de contacts déjà sur leur liste. Oui. Bah, c'est pas étonnant, mais c'est intéressant de voir que même s'il y a un certain nombre de personnes qui ont entre 0 et 500, le split se fait surtout entre 500 et 5000 et surtout plus de 5000. Donc, des expéditeurs conséquents dans notre audience. C'est intéressant. Ben ouais. Du coup, on va fermer le sondage et on va ensuite… Les résultats. Ouais, super. On voit exactement les résultats. Hop. Voilà. Donc oui, une majorité très large d'expéditeurs moyens à importants. Et donc, revenons à notre présentation. Donc, sur les avantages des listes organiques, et ça, c'est pour toi, Stéphanie. Yep. Donc, en fait, quels sont les avantages des listes organiques? Thomas, il a déjà parlé de certains, mais on va en parler de nouveau. Donc, surtout, c'est bon marché. Donc, il n'y a pas de surcoût. Vous avez sûrement déjà des leviers marketing en place que vous utilisez pour attirer des contacts chez vous, sur votre site web, dans votre boutique physique, etc. Et vous servez de ces leviers marketing déjà pour convertir sûrement vos contacts. Et du coup, payer pour des listes ou payer un tiers pour envoyer vos emailing, il y a un coût qui est souvent énorme. Donc, voilà. Donc, déjà, ça coûte moins cher. Il y a aussi l'unicité et adaptabilité. Donc, si vous avez une liste de contacts que vous avez construit organiquement, vous êtes sûr ou plus sûr que vous n'avez pas exactement la même liste que votre concurrent. Alors que si vous achetez des contacts ou vous les trouvez sur Internet, il se peut que vous retrouvez avec exactement les mêmes contacts que votre concurrent ou voilà. En plus, il y a l'adaptabilité. Donc, vous pouvez, dès l'inscription, mettre les champs qui sont les plus importants pour votre entreprise. Donc, Thomas, il en a déjà parlé. Par exemple, s'il faut absolument connaître la taille de chaussures de vos clients, vous pouvez le mettre direct dans le formulaire d'inscription. Donc, vous aurez cette information dès le début. Aussi, ça construit des relations durables. Donc, si quelqu'un s'inscrit de leur propre volonté sur votre liste de contacts, vous pouvez être plus certain qu'ils s'intéressent déjà à votre marque et après à votre contenu.
Du coup, ça crée quelqu'un qui va sûrement rester sur votre liste plus longtemps. Alors que si on envoie à quelqu'un qui n'a pas fait volontairement, il se peut qu'il ne s'intéresse pas du tout et se désabonne dès le premier email et vous ne le reverrez plus jamais. Ensuite, il y a la gestion de A à Z, qui en fait, vous avez la main dessus. Dès le début, vous savez qui est sur votre liste, les informations qui sont dedans. Vous savez quand quelqu'un se désinscrit, vous pouvez le nettoyer facilement. Vous savez que vous pouvez dès le début vous assurer que les adresses email sont bonnes. Donc, vous aurez dès le début aussi une bonne délivrabilité. Donc, voilà, ça, c'est les avantages. Et maintenant, on passe à un point que tu as très rapidement développé, mais sur lequel on insiste. L'achat de liste est une pratique à proscrire. Par achat de liste, c'est assez transparent, c'est le fait d'acquérir des listes de contacts ou des adresses email en les achetant auprès d'un tiers ou en ce qu'on appelle faire du scrapping, donc en aspirant le web pour obtenir des adresses. Pourquoi c'est une pratique à proscrire? Tout simplement parce que déjà, les contacts ne sont pas consentants. Les contacts qui sont sur ces listes ne vous ont pas donné leur accord pour que vous les contactiez, donc c'est pas bien. D'autre part, ces listes sont très généralement de très mauvaise qualité. Même si les vendeurs vous affirment que ce sont des listes qualifiées, on ne sait pas d'une part de quand datent les adresses, donc il y a une possibilité de caducité très importante. D'autre part, quand ils disent que c'est qualifié, en fait, pas tant que ça. Donc, ça à garder en tête. Troisième point, ça a un impact délétère sur votre réputation d'expéditeur. D'une part, parce que si vous envoyez à des gens qui ne vous connaissent pas, les risques vos taux de désinscription, de rebond permanent comme temporaire, de mise en spam vont exploser. Donc, tout ça, ce sont des signaux négatifs qui sont envoyés aux fournisseurs d'accès et aux services de messagerie. Et par ailleurs, ces mêmes services de messagerie et fournisseurs d'accès mettent en place dans ces listes généralement ce qu'on appelle des pièges à spam ou des spam traps, à savoir des adresses qui ont été inactives et donc qui sont utilisées par ces acteurs de l'emailing pour détecter les personnes, justement les mauvais acteurs, les mauvais expéditeurs. Donc, s'ils reçoivent des emails à ces adresses-là qu'ils ont spécifiquement conçues pour identifier les spammers, vous allez être identifié comme tel, et donc vous allez finir sur des listes de blocage ou des listes noires. Enfin, dernier point, et on rejoint ce qu'on disait au début, l'achat de liste entre en contradiction avec le RGPD, et donc à nouveau vous vous exposez à des risques d'amende et ou de peine de prison. Donc voilà pourquoi on vous déconseille plus que beaucoup l'achat de liste. Et sur ce sujet, on passe à notre deuxième sondage. Avez-vous déjà acheté des listes? J'ouvre le sondage. Donc, encore une fois, vous pouvez voter en cliquant sur l'onglet Poll qui s'est ouvert. Les réponses sont anonymisées, de toute façon. Donc, n'ayez pas peur de répondre oui ou non. C'est aussi important pour nous de voir un petit peu les résultats lors de ce sondage, puisque c'est en lien avec une étude qui est menée par notre société sœur Sinch Mailgun sur l'état de la délivrabilité des emails en 2024, et qui a des résultats intéressants, notamment du côté français. Donc, c'est intéressant de voir que près des trois quarts des participants, disent n'avoir jamais acheté de liste, et une petite portion, un peu plus de 15%, qui disent que oui. Vous n'avez pas d'onglet Paul? Peut-être ça s'appelle sondage. J'ai l'interface en anglais, donc c'est peut-être pour ça. Ah, c'est scrutin. Merci, Florine. De toute façon, c'est vraiment pour avoir une idée de notre public maintenant. D'ailleurs, je vais fermer le sondage et arrêter le partage pour revenir à la slide. Donc, pour vous présenter justement les résultats en avance de cette étude. Donc là, comme vous pouvez le constater, là, on est seulement sur les participants français. Et donc, on constate qu'un petit peu moins de 90% des personnes qui ont participé au sondage en France affirment ne pas avoir, en tout cas, acheté d'adresses de listes de contacts dans les 2 dernières années.
Et donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on a eu justement lors du sondage, du sondage qu'on a eu juste à l'instant. À noter que donc c'est une moyenne plus élevée que la moyenne mondiale. Sur combien de votants le sondage ou notre étude sur notre étude, on est à environ 300 participants français, sur un total d'environ, si je ne m'abuse, 2000 personnes. Et donc, dans la moyenne mondiale est plutôt aux alentours de 80% de personnes qui disent n'avoir jamais acheté de liste. La France est donc au-dessus. C'est interprétable de deux façons. D'une part, les Français sont plus honnêtes, je ne sais pas. Mais le plus probable, c'est surtout le deuxième point qui est le fait que le RGPD, donc les sanctions qui peuvent être encourues en cas de non-respect du RGPD, ont commencé à faire leur chemin auprès des marketeurs français et européens en général. Et donc, on ne souhaite plus prendre ce risque de se faire taper sur les doigts et de devoir payer une amende qui peut être conséquente. Et donc, on évite l'achat de listes. Et donc, passons à la suite. Alors, on va regarder 5 bonnes pratiques essentielles à suivre dans la construction de votre liste de contacts. Donc, d'abord, c'est de créer et personnaliser vos formulaires de contact et landing page. Donc, pour les personnaliser, on veut dire mettre des champs, comme on l'a dit tout à l'heure, les champs qui vont concerner vraiment votre entreprise, bien appliquer votre marque avec le logo, les couleurs, le ton de voix que vous utilisez, bien, si possible, mettre des choses qui vont vraiment parler à votre audience, l'audience que vous ciblez, le langage qui va vraiment les attirer. Il faut aussi mettre en valeur les avantages de votre programme d'emailing. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'inscrire sur votre liste de contacts? Est-ce que c'est parce qu'ils vont recevoir des offres exclusives? Est-ce que c'est parce qu'ils vont recevoir du contenu gratuit? Vraiment souligner pourquoi ils devraient s'inscrire. Ensuite, je pense qu'on l'a tous vu ou vécu sur les sites e-commerce. On peut offrir quelque chose qui les incite à s'inscrire sur votre liste. Par exemple, une réduction, moins 10%. Je sais que je l'ai vu à chaque fois que je suis sur un nouvel site, je vois un petit pop-up qui arrive avec si vous vous inscrivez sur ma liste de contacts, je vous envoie un code pour moins 10% sur votre premier achat. Et franchement, pour moi, en tout cas, ça marche. Après, on peut aussi proposer du contenu gratuit, donc une e-book ou une papier blanche, par exemple, voilà, pour les inciter aussi à convertir. En plus, vous pouvez aussi intégrer vos formulaires sur toutes les pages de vos pages, sur toutes les pages sur votre site web. Donc, par exemple, dans le footer, vous pouvez mettre systématiquement le formulaire d'inscription à votre newsletter. Et aussi, il faut s'assurer de les mettre sur les canaux qui convertissent le plus. Donc, par exemple, disons que LinkedIn, c'est le chouchou où vous voyez le plus de taux de conversion. Et pas conversion, en fait, parce que je vais être claire là-dessus, c'est les gens qui arrivent au bout de l'action qu'on essaie de les inciter à faire. Donc, un achat, inscription sur un formulaire, etc. Donc, si vous voyez que vous avez un taux de conversion qui est plus élevé sur LinkedIn, il faut être sûr de mettre un lien vers votre formulaire d'inscription ou carrément le formulaire d'inscription sur LinkedIn. Et après, il ne faut pas juste les poser et les laisser flotter dans l'espace. Il faut bien les suivre et les optimiser. Donc, avec ça, on peut faire des petites expériences. Donc, par exemple, on pourrait modifier le texte du bouton d'appel à l'action en changeant le langage pour voir s'il y en a un qui est plus performant qu'un autre. On peut aussi, si on a 4 champs à remplir sur notre formulaire, on peut en retirer un pour voir s'il y en a un taux de conversion qui augmente sur le formulaire. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour voir si on arrive à un meilleur résultat. Voilà. Donc, on va aller un peu plus... Oui, je peux parler plus doucement. J'ai tendance à aller plus vite que nécessaire. Voilà. Et d'aller plus en plus vite plus que je parle. Donc, je vais ralentir. Et très rapidement, avant de passer à la suite, question de Louisa, quels sont les canaux qui convertissent le plus? C'est réponse de Normand, mais ça dépend en fait. Ça dépend de votre activité, ça dépend de votre cible. Ça ne va pas être le même profil de population qui sera sur LinkedIn ou sur TikTok, par exemple, voilà, tout simplement. Donc, ça dépend vraiment de qui vous souhaitez cibler et du cœur de votre activité. Donc, ça se fait par des tests, évidemment, et ça, c'est vraiment à mettre en place en ligne avec votre stratégie de marketing plus générale. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Stéphanie, tu as parlé donc de la création et de la personnalisation de formulaires.
Un élément essentiel de tout formulaire, c'est l'opt-in. Donc, qu'est-ce que l'opt-in? C'est l'action qui confirme l'inscription, l'action de consentement de la part du futur destinataire. Oui. Donc, dans la plupart des cas, c'est une case de validation qui doit être décochée, très important, et bien visible. Elle doit être décochée puisque l'action de validation doit venir du futur destinataire. Dans le cas contraire, si la case est cochée par défaut, on parle d'opt-out. Et donc, l'action, au contraire du futur non-destinataire, est de décocher pour ne pas recevoir les communications. Et pendant longtemps, l'opt-out, ça a été en zone grise, mais c'est de plus en plus en zone noire, voire interdit. Donc, voilà. Toujours, la case doit être décochée pour qu'on ait un opt-in actif. Limiter le nombre d'étapes à entreprendre, ce qu'on entend par là, c'est que donc, pour s'inscrire à votre newsletter, il faut éviter d'avoir une multitude de pages à cliquer avant de pouvoir accéder au formulaire final. Stéphanie l'a dit, il ne faut pas hésiter à mettre un formulaire sur toutes les pages qui convertissent chez vous par ailleurs. Donc ça peut être le pied de page, le footer ou votre blog ou absolument toutes les pages que vous voulez. Mais l'idée est de faciliter le processus d'inscription, de ne pas créer de frustration auprès du destinataire. Et dans le même ordre d'idée, demander une quantité limitée d'informations. Donc évidemment, il faut un champ adresse email. Vous pouvez bien évidemment aussi demander des informations de personnalisation type nom, prénom, ville de localisation, quelques données en lien avec votre activité, donc pour reprendre ce dont on parlait plus tôt, la pointure de chaussures ou la date de naissance, mais évitez de demander des dizaines et des dizaines de champs à remplir, puisque là encore, ça va créer de la frustration, ça va bloquer le processus d'inscription et donc à la fin, vous n'obtiendrez pas le précieux contact que vous souhaitez. On a un dernier sondage à vous proposer. Donc, je rouvre à nouveau le sondage, à savoir, utilisez-vous le double opt-in? Et je fais exprès de ne pas définir ce qu'est double opt-in, puisqu'on va en parler après. C'est intéressant de voir qu'il y a une certaine proportion de gens qui répondent « je ne sais pas ». Oui, on va bien évidemment expliquer, et ce n'est pas grave de ne pas savoir ce que c'est, puisque justement, vous êtes sur ce webinaire en partie pour apprendre des choses, donc ça nous permet de faire notre travail aussi, tant mieux. Et donc, environ 13% qui disent « oui ». Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Donc, une majorité de « je ne sais pas », c'est intéressant. On va clore le sondage et revenir au slide. Donc, si on vous pose cette question, c'est toujours en lien avec cette étude de notre société sœur Sinch Mailgun. Donc, puisque parmi les questions posées dans le cadre de ce rapport sur la délivrabilité des emails en 2024, donc qui sera disponible en fin d'année en anglais uniquement, mais on aura un article de blog consacré aux résultats spécifiquement en français dans la foulée, donc on vous partagera ça en temps voulu. On constate que finalement, il y a beaucoup de personnes qui soit ne savent pas, soit n'ont pas mis en place le double opt-in. Donc, expliquons ce qu'est le double opt-in. Merci Laura pour le lien vers l'article de blog. Donc, le double opt-in, c'est une double validation. Vous avez d'abord obtenu une première validation, un premier consentement de la part de vos destinataires grâce au clic dans la case de validation. Et donc, le double opt-in va, après validation du formulaire, envoyer un email de confirmation à ces mêmes destinataires pour qu'ils valident une deuxième fois dans le dur à 100% qu'ils veulent bien recevoir vos communications. Ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça vous couvre absolument partout, surtout dans tout le cadre légal, puisque là, vous avez non pas une confirmation, mais une double confirmation. D'autre part, ça vous garantit que l'adresse existe bel et bien, puisque la personne va devoir ouvrir sa boîte de réception, cliquer sur le lien pour valider son adresse. Et troisièmement, ça permet de mettre de côté en partie les bots, puisque avec l'opt-in simple, donc la simple case, tout à chacun peut remplir
un champ d'inscription et mettre n'importe quoi entre guillemets, comme adresse pour remplir artificiellement votre liste de contacts, alors que ce sera des gens qui n'existent pas et donc inactifs. Donc avec le double opt-in, vous garantissez à peu près que vous allez interagir avec des gens vraiment engagés. Et dans ce sens, on a une première démonstration du processus de double opt-in. Donc je vais laisser Stéphanie faire la présentation. Alors, hop. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Bien sûr. Merci. Je vais partager mon écran. Donc, c'est pour mettre un peu du concret. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble le double opt-in. Donc, j'ai créé des petites ressources sur Mailjet pour vous montrer. On va mettre en plein écran. Hop. Alors là, j'ai créé une landing page chez Mailjet. J'ai également créé un formulaire chez Mailjet. Vous pouvez également créer un formulaire chez Mailjet et l'intégrer directement sur votre site web. Mais pour la démo, je l'ai mis dans une landing page que j'ai construit avec Mailjet également. Là, je vais aller mettre une adresse email. Je vais cocher que je consente à recevoir les emails ou les SMS de la part de Mailjet. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton appel à l'action pour m'abonner. Ça, c'est le premier consentement. Je vois que j'ai une deuxième action à faire. Donc, il faut que je vérifie ma boîte mail pour être sûr que, pour confirmer mon inscription. Donc, on va ensuite aller dans la boîte mail. Hop, j'ai reçu. Ça, c'est l'email de double opt-in. Donc là, il faut que je confirme mon inscription. Et hop, c'est confirmé. Et si on va dans Mailjet, maintenant, en fait, on va voir que le contact a été ajouté sur la liste de contacts qui est connectée avec le formulaire, avec l'heure et la date, du coup, de son inscription sur le formulaire. Donc là, c'est la liste de contacts sur laquelle j'ai attaché mon formulaire. Et hop, on voit l'adresse email avec la date. Est-ce qu'il y a des questions sur du double opt-in déjà? Ou est-ce que c'est assez on a une première question de Léna, une question de Léna en tout cas, qui demande si le double opt-in permet de débloquer les anti-spam. Je ne suis pas sûr de trop comprendre le sens, mais le double opt-in en tout cas permet de renforcer votre délivrabilité, donc le fait de passer au-delà des filtres anti-spam et de vous présenter comme expéditeur ou expéditrice légitime, dans la mesure où si absolument tous vos contacts se sont inscrits en double opt-in à votre liste, eh bien, ils sont légitimes, ils sont intéressés, donc ils auront vraiment de façon exponentielle beaucoup plus tendance à ouvrir et à cliquer dans vos emails. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que le double opt-in ne décourage pas certains ? Alors, ça a été un débat il y a quelques années, effectivement, parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais de fait, on a tellement l'habitude d'utiliser nos boîtes mail aujourd'hui que c'est juste un phénomène un petit peu, enfin, comme un autre. C'est comme recevoir une facture ou une confirmation de commande par email. Ça appartient au quotidien. Il y aura bien un replay. Oui. Tout le monde qui a des problèmes techniques, il y aura un replay, vous allez le recevoir par email, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le regarder plus tard. Donc, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser dans l'onglet Q&R qui se situe au-dessus de la boîte de chat. On va continuer de notre côté. Donc, on a présenté les points essentiels des formulaires. Maintenant, qu'en est-il du contenu ? Voilà. Donc, la première chose à faire, donc, on l'a listé dans les bonnes pratiques à suivre, les pratiques essentielles. Mais en fait, il faut bien décrire ce que vous envoyez. Donc, je l'ai déjà dit, mais il faut bien dire qu'est-ce qui devrait s'attendre de votre part, de recevoir de votre part. Donc, est-ce que c'est, par exemple, du contenu? Est-ce que ce sont des offres? Est-ce que vous envoyez des recettes? Voilà, des nouveautés produits. Donc, vraiment expliquer ce que vous allez envoyer à votre audience. Après, c'est important aussi d'annoncer le rythme d'envoi. Donc, si vous envoyez des newsletters une fois par semaine, c'est très différent que si vous les envoyez de façon journalière. Donc, il faut bien expliquer aux gens combien d'emails ils devraient recevoir de votre part et sur quel rythme.
Après, on peut aussi utiliser une petite pression sociale, souligner l'exclusivité ou l'urgence à rejoindre votre liste pour essayer de les inciter à se rejoindre à vous. Donc, parler de votre communauté, parler de leurs centres d'intérêt, donner une bonne raison, en parler aussi de les inciter avec des réductions, etc. Mais voilà, un petit pouce vers la conversion. Pour abonder dans le sens de l'importance de l'annonce du rythme d'envoi, ça permet aussi de créer une sorte de rendez-vous avec vos destinataires, dans la mesure où ils savent que toutes les semaines, tous les mercredis ou tous les mardis, enfin voilà, en fonction de votre rythme d'envoi, tous ces jours-là, ils peuvent s'attendre à une communication de votre part. Ça va dépendre évidemment de votre activité. Je pense notamment à des médias qui souvent envoient des récapitulatifs de l'actualité de la journée en fin d'après-midi. Et donc ça va être des envois quotidiens et chaque jour, on va attendre cette newsletter d'information. Si c'est des offres, je pense à des marques comme VP qui envoient quotidiennement leurs offres et donc généralement le matin. Comme ça, les gens au lever ou quand ils sont dans les transports en commun peuvent consulter les offres, y réfléchir dans la journée et ensuite passer à l'action plus tard. Par rapport à votre retour d'expérience, quel est le jour ou l'heure favorable pour l'ouverture des emails? Encore une fois, ça dépend, Stéphane. Le plus simple, c'est de tester par vous-même. On a une fonctionnalité de test AB sur Mailjet qui permet donc d'effectuer des envois sur différents paramètres, notamment la date et l'heure d'envoi. Ça dépendra de votre activité. Ça dépendra un peu moins de la cible, mais surtout de votre activité. Si vous faites du B2C, donc si vous êtes de la vente aux clients directement, les pics d'activité, ça va plutôt être en début de journée ou en fin de journée, quand les gens ne sont pas au travail. Donc, ça peut être aussi la période de mi-journée. Si vous faites du B2B, à contrario, ça va plutôt être sur les plages horaires de travail, donc du 8h, 18h, quoi, concrètement. Et sur les journées, donc dans le monde du B2C, du B2B, on va éviter les envois le lundi ou le vendredi, voire le mercredi, le jour des enfants. Donc, les jours favorables, c'est plutôt le mardi et le jeudi. Tout ça, c'est des généralités. C'est pas gravé dans le marbre. Il faut que vous testiez et que vous voyez. Et donc, côté B2C, n'importe quel jour peut correspondre, tout en sachant que les gens sont un peu plus disponibles le week-end pour leur boîte personnelle. Et encore une fois, les jours de la semaine, quand on approche du week-end. Mais voilà, ce n'est pas une science exacte. Le mieux pour déterminer le rythme d'envoi qui vous conviendra le mieux, c'est encore une fois de faire des tests. Passons à la suite. Donc, évidemment, lors de la création de votre formulaire, il faut démontrer la valeur de vos emails. Il faut aussi que vous soyez incitatif. Donc, en offrant du contenu exclusif, comme on l'a abordé, donc ça peut être du contenu de type livre blanc, un webinar, ce genre de choses. Ou évidemment aussi des réductions, donc des réductions à l'ouverture ou des choses offertes telles que les frais de port, ce genre de choses. Donc, des choses qui vont attirer et pousser à cette première inscription. Et par la suite, une fois que les gens sont inscrits, évidemment, c'est très bien, mais il ne faut pas hésiter à mettre en avant des offres régulières, continues sur la durée, pour maintenir l'intérêt de vos contacts et donc les pousser à continuer à ouvrir vos emails, à cliquer dedans, à se convertir, donc à acheter des choses ou à consulter vos contenus pour que votre stratégie continue à croître et que vous génériez toujours plus d'attention. Il y a Hortense qui demande comment mettre en place le double opt-in qui envoie le mail de confirmation. Donc, dans Mailjet, c'est natif, en fait. C'est quand vous créez votre formulaire, c'est dans le... Je vais faire une démo après qui montre un peu à quoi ça ressemble. Mais si vous n'êtes pas chez Mailjet, il y a souvent des automations ou vous pouvez utiliser une mail transactionnelle. En fait, il y a plusieurs façons de le mettre en place ailleurs. Et donc oui, pour le B2C, comme Stéphane dit, c'est plutôt pendant les journées de travail, donc sur les horaires de travail de 8h à 18h généralement. Mais encore une fois, ça n'est pas dans le marbre. Est-ce que le formulaire est personnalisable, charte graphique? Alors, justement, on va avoir une démo un peu plus tard, mais oui, évidemment, tout est personnalisable dans la création de formulaire.
Juste avant de vous montrer comment ça se passe, Stéphanie a un dernier point à présenter. Donc, on va parler de la chose la plus importante peut-être sur votre formulaire, c'est l'appel à l'action. Parce que s'ils ne savent pas où cliquer, ils ne vont pas le faire. Donc, il faut bien le mettre en avant. Ça, c'est vraiment une bonne pratique sur les formulaires, sur les emails, sur les sites web. C'est la même chose à appliquer partout. Il faut bien le mettre en avant. Donc, vous pouvez utiliser des couleurs ou formes différentes ou des polices qui fait que ça saute aux yeux sur la page et ça permet aux visiteurs, aux contacts de le distinguer du reste du texte. Il faut aussi faire en sorte que ce soit clairement compréhensible. Donc, il faut utiliser toujours des textes qui sont très courts, mais très clairs et qui vont droit au but. Donc, par exemple, si on a un bouton sur notre formulaire d'inscription à la newsletter, on va mettre quelque chose qui est « je m'abonne »,« je m'inscris », voilà. Donc, quelque chose qui explique exactement ce qu'ils vont faire avec le bouton d'appel à l'action. En outre, par rapport à toutes ces notions de design web, c'est essentiel de faire en sorte que ce bouton d'appel à l'action soit au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'il soit visible dès l'affichage de la page, que les gens n'aient pas à dérouler la page pour le voir. C'est aussi très important de prendre en compte l'aspect mobile, donc l'aspect responsif de votre page, puisque aujourd'hui, plus de la moitié des emails sont ouverts sur appareil mobile. Et donc, il faut prendre en compte le fait que ces boutons vont être cliqués avec des doigts qui sont moins précis qu'un curseur de souris. Donc, faire en sorte qu'on ait un texte suffisamment visible et gros et un bouton suffisamment adapté pour pouvoir effectivement passer à l'action derrière. Et donc, je crois qu'on a... Donc, c'est la démonstration de la création de formulaires. Le temps que Stéphanie se mette en place. Est-ce que tu peux départager l'écran? Tout à fait. Merci. Super. Hop. Alors, on va regarder concrètement comment ça marche l'éditeur de formulaire chez Mailjet. Hop, donc je vais agrandir pour qu'on le voit bien. Donc, si vous êtes chez Mailjet, l'éditeur de formulaire se trouve sous le menu Contact. Vous pouvez, là, on va éditer le formulaire que j'ai créé pour le démo de Double Opt-in. On voit le nombre d'inscriptions, on voit la liste de contacts à laquelle il est attaché. Après, on peut l'éditer. Donc, on peut changer le nom, on peut éditer le design du formulaire pour convenir à votre marque, évidemment. On peut changer les paramètres de l'email de Double Opt-in, donc modifier l'objet. On peut modifier l'email, pareil, pour mettre votre marque, votre logo, votre branding. On peut modifier la page de confirmation ou même mettre une URL vers une page externe. Là, je vais optimiser un peu mon formulaire qui n'était pas au top, juste pour vous montrer un petit peu. Et je vais venir modifier le texte pour essayer d'inciter un peu plus mes contacts à s'inscrire avec la proposition d'une réduction de moins de 10% s'ils rejoignent la communauté. Ensuite, je vois qu'il me manque quelques champs. Donc, je vais venir ajouter un champ qui va venir récolter le prénom de la personne qui va s'inscrire. Et donc, quand on fait ça, on doit l'attacher à une propriété de contact de chez Mailjet. Et une propriété de contact chez Mailjet, en fait, c'est comme une colonne dans une base de données. Donc, quand quelqu'un va venir s'inscrire, on va avoir son email, mais aussi une autre colonne avec son prénom. Je vais ajouter également le nom de famille, mais je pourrais ajouter, on voit qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une chambre pour le téléphone, on a des radios-boutons, on a une zone de texte, menu déroulant, plusieurs options selon vos souhaits et vos besoins. Une fois qu'on a fait les modifications, on va sauvegarder et on peut voir que c'est tout de suite, on va rafraîchir la page sur la... C'est un petit ralentissement, désolé. On va aller voir la page sur laquelle je l'avais hébergé la forme, j'avais intégré la forme. Et on va rafraîchir, là c'est l'ancien, et on voit que ça a été mis à jour avec les modifications. Voilà, voilà. Donc, il y a une propagation immédiate des modifications du formulaire une fois qu'il est poussé. Et oui, c'est possible d'intégrer le formulaire dans un autre sur le site. Voilà. Voilà. Sous forme juste d'une case à cocher, par exemple, à la fin de notre formulaire à nous. Ça serait... Je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est un iframe, donc ça ne serait pas trop possible, en fait.
Ça pourrait se faire, mais je pense que le rendu, ce serait à voir. Céline demande si les infos récoltées viennent renseigner directement la base de son site web via l'API. Ça dépend si votre compte Mailjet est synchronisé avec par exemple votre CRM. S'il y a une synchronisation, oui, il peut y avoir une population des données, un échange de données entre votre système CRM, Mailjet et votre site web. Mais si vous n'utilisez que Mailjet par défaut, il faudra réimporter, la base de données dans votre système. Mais il existe plusieurs intégrations chez Mailjet. Oui. Je ne suis pas certaine que ça en fait partie, mais je sais qu'il y en a pour HubSpot, Salesforce, etc. Donc, il existe des intégrations justement, et on peut créer des synchros en appelant l'API Mailjet si vous avez une équipe plutôt technique aussi. On peut le mettre en place. Via notamment des choses comme Zapier, vous pouvez créer des connexions avec beaucoup de services. Et comment ajouter sur Mailjet? Donc, en fait, oui, c'est vrai que je suis pas revenue dessus. En fait, c'est natif. Ça fait partie du workflow que vous allez remplir quand vous créez un formulaire chez Mailjet. Donc, vous avez plusieurs étapes à remplir. Donc, il y a le nom notamment. Après, il faut faire le design de votre formulaire. Ensuite, vous allez venir faire le design de votre email double opt-in qui va être déclenché dès que quelqu'un vient remplir votre formulaire. Et la dernière chose, c'est la page de confirmation que votre contact va voir une fois qu'il a confirmé son opt-in. Donc, en fait, c'est tout un package. C'est vraiment dans le workflow direct désolée, j'utilise beaucoup d'anglicisme là. Mais ça fait partie de ce que vous allez créer chez Mailjet si vous décidez de créer une forme chez Mailjet. Et d'ailleurs, les formes, ils sont disponibles sur tous les types de plans chez Mailjet. Vous n'êtes pas obligé d'être un client payant pour bénéficier des formulaires. Passons au dernier point de cette présentation, après quoi on passera à vos questions. Le fameux thème de l'hygiène et de l'entretien des listes de contacts. Donc, vous avez mis en place vos formulaires, vous commencez à récolter beaucoup de contacts qualifiés organiquement, bravo, vous respectez la loi et en plus vous faites progresser votre activité, mais il faut savoir que les listes de contacts ont une durée de vie et donc doivent s'entretenir, et donc il est important d'une part de nettoyer très régulièrement vos listes. Donc très régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va dépendre de vos volumes d'envoi et de votre rythme d'envoi. Si vous effectuez des envois quotidiens, un nettoyage mensuel, c'est pas du luxe. Si vous faites des envois hebdomadaires, ça peut être tous les trimestres, etc. Adaptez votre nettoyage en fonction, encore une fois, du volume d'envoi que vous effectuez. Mais voilà, il faut garder ça en tête quand même assez régulièrement. Et par nettoyage des listes, qu'est-ce qu'on entend? On entend tout simplement le retrait des contacts inactifs, des rebonds permanents, des désinscriptions, éventuellement des adresses qui vous ont placé en spam et des contacts désabonnés. Sur ces deux derniers points, par défaut, avec Mailjet, ces adresses sont retirées. Mais si vous avez un système manuel ou maison ou autre, il faudra aussi les supprimer. Donc, par contact inactif, on entend les personnes qui n'ont pas interagi, donc ouvert ou cliqué dans vos emails depuis un certain temps. Chez Mailjet, par exemple, pour notre newsletter blog, on retire tous les contacts qui n'ont pas interagi depuis 3 mois, histoire de garder une liste engagée et de montrer aux acteurs de l'emailing, donc les FAI et les services de messagerie, que on fait le travail, on ne souhaite envoyer qu'à des personnes que ça intéresse et donc qui sont engagées par défaut, qui sont engagées déjà avec nos contenus. Les rebonds permanents, typiquement, ça va être une adresse qui n'existe plus. Par exemple, vous avez une activité B2B, vous échangez beaucoup avec des professionnels, sauf que les professionnels, parfois ça part à la retraite, parfois ça change d'entreprise, et donc leur adresse email n'est plus active. Et donc, si vous essayez d'envoyer un email à cette adresse, ça va vous renvoyer un rebond permanent. D'autre part, il est important de suivre les performances de vos formulaires et de vos landing pages, de vos formulaires pour savoir quels emplacements fonctionnent le mieux et donc qu'est-ce qui peut être optimisé. Est-ce que je dois rajouter des formulaires quelque part? Est-ce que le formulaire qui est présent sur cette page est inutile puisqu'il ne génère pas d'interaction? Voilà, ça vous permet aussi de faire évoluer votre site. Et l'optimisation de vos landing pages, si vous constatez que vos formulaires génèrent de l'attention, mais que derrière vos landing pages ne convertissent pas, peut-être qu'il faudra adapter votre contenu, votre message, votre design
pour que les destinataires soient plus réceptifs. Enfin, oui, pardon. Il y a 2 questions, je pense que ce serait utile de peut-être, parce qu'il y a eu une petite confusion sur exclus versus désabonnés. En fait, c'est 2 termes, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être clarifier. Parce que tu avais dit exclus ou des contacts désabonnés. Les contacts exclus? Oui, donc en fait, je pense, donc quand on parle d'un contact exclu, c'est normalement quelqu'un dont on a totalement enlevé de tout envoi chez Mailjet, alors que quelqu'un qui est désabonné, il peut se désabonner uniquement d'une seule liste de contacts. Et donc, toujours recevoir des mails de votre part sur les autres listes, chez Mailjet en tout cas. Et pour la question de Marion, on ne supprime pas aujourd'hui automatiquement des contacts et rebonds permanents. C'est une chose sur laquelle l'équipe produit travaille. Donc, à venir sûrement en 2025, pour l'instant, la suppression automatique ne se fait pas. Ce qui voulait dire, Thomas, c'est vraiment, on les marque comme des abonnés et ils ne reçoivent plus de mails de votre part, en fait, depuis cette liste de contacts. Et donc, voilà. dernier point, excuse-moi. Dernier point, prendre en compte les retours de vos destinataires. Si vous avez la bonne idée de ne pas envoyer depuis une adresse no reply et donc que vous encouragez au contraire l'interaction avec vos destinataires, c'est essentiel de prendre ces commentaires en compte et de les intégrer à votre stratégie, évidemment. Et donc, pour faciliter le nettoyage des listes, Mailjet a une fonctionnalité qui s'appelle la validation de liste, qui est bien pratique pour faire le tri du bon grain de livret. Et Stéphanie va faire une dernière démonstration de cette fonctionnalité. J'arrête le partage. Allez, les validations. C'est un outil qui est très utile et qui est natif chez Mailjet. Alors, on va mettre en marche. Donc, ça se trouve aussi sous le menu Contact chez Mailjet. On peut soit sélectionner une liste de contacts qui existe déjà dans Mailjet ou importer une liste, une CSV avec des emails. On va faire ceci pour le démo. Donc, on doit mettre un nom, bien sûr. Après, on vient importer notre fichier, soit par exemple c'est déposé, soit sur le bureau. Après, on peut vérifier le nombre de contacts uniques. On voit le nombre de validations gratuites qui sont inclus. On accepte. Et après, il va faire l'analyse, en fait, de toutes les adresses email. Ensuite, il va nous donner d'abord un petit résumé. Donc, on peut voir les adresses qui sont livrables, donc voilà, qui sont un peu envoyées, jetables, donc les adresses email temporaires, non livrables, etc. Et aussi le taux de risque d'envoi, faible, moyen, élevé. Si on va plus de détails, on peut télécharger un CSV et il faut le faire absolument si vous faites des validations chez Mailjet, faites tout de suite le téléchargement du CSV parce qu'on garde ces données que 7 jours. C'est vraiment un temps très court. Et voilà, je voulais juste vous montrer un petit exemple de à quoi ça ressemble le CSV. On a l'adresse mail, on voit si c'est une adresse en rôle, donc c'est-à-dire une adresse générique, donc contact, service client. Est-ce que c'est une adresse jetable? Est-ce qu'on peut envoyer ou pas? La raison si on ne peut pas envoyer. Le taux de risque et s'il clique dans nos mails déjà et si c'est un bot, donc pas une vraie personne. Et ça, je suis allée très vite. Si ça vous intéresse, il y a de la documentation chez Mailjet qui détaille un peu plus ces informations, si ce n'était pas clair. Et je vais peut-être demander à l'équipe support de mettre un petit lien vers la documentation. On a quand même une ou deux questions sur les validations. La première de Fanny qui demande si la validation se fait uniquement au moment de l'importation d'une liste de contacts. C'est uniquement en fait, il faut le faire. En fait, on le fait pas. Non, on peut le faire déjà sur une liste de contacts existante. Donc, si vous avez déjà une liste de contacts dans Mailjet, vous pouvez aller dans Validation et valider cette liste pour voir s'il y a des adresses qui ne sont pas bonnes. Ou vous pouvez importer directement une liste, voir si c'est à nettoyer et ensuite créer la liste de contacts dans Mailjet. Donc, il y a les deux options qui sont possibles. Et ça ne se fait pas automatiquement quand vous créez une liste de contacts. Il faut choisir de le faire. Voilà. Parce que c'est quand même ça, il y a beaucoup qui sont inclus dans vos abonnements, mais ça peut entraîner un coût. Donc, voilà, on ne veut pas le faire automatiquement, voilà, sans votre consentement. Et donc, deuxième question de Fabrice qui demande ce qui se passe pendant l'analyse des emails, enfin des adresses durant le processus de validation. Que fait l'outil précisément? Là, je peux répondre. En fait, c'est un outil qui a d'abord été développé, donc, encore une fois, par notre société sœur Mailgun à la base, et qui se base
sur la gigantesque base de données d'email dont on dispose. Donc, il y a une comparaison à partir de cette gigantesque base d'email. Il y a une comparaison aussi avec les différentes listes de blocage existantes avec lesquelles on a des partenariats, donc qui permettent d'identifier les adresses bloquées par différents services d'emailing, de messagerie, pardon. Et il y a aussi une analyse syntaxique. Donc pour identifier les adresses basées sur le rôle, donc marketing@mailjet.com, bon, c'est pas une adresse super par défaut, et donc l'outil va pouvoir l'identifier, ou encore s'il y a des fautes de frappe, si c'est un Gmail plutôt qu'un Gmail, ça aussi l'outil va pouvoir le détecter. Donc c'est comme ça que la fonctionnalité fait son travail d'analyse et de validation. On a une question, quelle est l'utilité de valider des mails de destinataires? En fait, c'est pour éviter que vous envoyez direct sur des adresses mail qui ne sont pas livrables, en fait. Ça vous évite des problèmes de délivrabilité. Du coup, vous gérez votre réputation d'expéditeur dès le début. Ça vous aide à avoir une bonne réputation d'expéditeur. C'est sûr. Et merci pour le feedback, Camille. On va le remonter. On va voir si on ne peut pas clarifier en fait, des informations sur validation. C'est un bon feedback. Merci. La validation des listes était une fonctionnalité sur abonnement ou aussi dans la version gratuite. C'est sur abonnement? Oui, c'est abonnement, mais les crédits, ils se renouvellent chaque mois. Et on a augmenté le nombre de crédits il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Donc, il y en a encore plus de validation dans votre abonnement payant. Et vous pouvez corriger directement les erreurs de saisie d'orthographe rapidement. Bon, il faut aller dans le contact et le corriger. Ou vous pouvez, si vous voulez, vous le corriger rapidement dans une doc Excel et réimporter pour corriger le contact. Et donc, il nous reste moins de 10 minutes, donc on va rapidement passer à la séquence questions. Parmi les questions qui nous ont été remontées, filtrées par celles qui ont le plus de votes. Donc, on avait cette question, à combien se situe un bon taux de délivrabilité? On estime que c'est autour de, au-delà de 90%, on est sur un bon taux de délivrabilité, sachant que le 100% n'existe pas. La perfection n'existe pas. Mais un bon taux de délivrabilité se tournera autour de 90% ou plus. Dans le même ordre d'idée, Marilyn demandait ce qu'est un bon taux de clic sur les emails marketing. Ça dépend. Pour les taux d'ouverture, donc on est plus autour de, à partir de 15-20%, vous pouvez considérer que votre campagne a bien réussi. Derrière, sur les taux de clic, on va plutôt tourner autour de 3-5% pour considérer que la campagne est une réussite. À noter par contre que le taux d'ouverture est de moins en moins précis du fait de certains services de messagerie comme le service de messagerie d'Apple qui ouvre par défaut tous les emails et donc qui charge par défaut toutes les images, notamment le pixel de suivi, donc un outil qui permet de suivre les ouvertures d'emails et donc qui considérera que tous les emails arrivés sur la boîte mail Apple Mail, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le nom, sont ouverts par défaut. Donc, ça fausse les données puisque de fait, peut-être que les destinataires n'ont pas tous ouvert cet email. Quelle autre question on peut prendre? Le support a bien... Le support a bien fait son travail, mais on peut quand même les passer. Est-ce que le RGPD s'applique aussi vers les listes B2B, mail envoyé vers un prospect qui peut être intéressé par notre produit? Oui, le RGPD s'applique aussi. Enfin, la CNIL a été assez claire sur cette question. Aujourd'hui, même lorsque vous essayez d'envoyer des communications à des contacts B2B prospects, il faut quand même leur accord préalable en avance. Mais le mail d'Apple est une horreur, surtout avec le suivi. C'est votre opinion, Louisa. Peut-être qu'on est d'accord, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Et des tutos pour faire des campagnes email. En fait, Jérémy, ce serait super que vous regardiez le premier Email Academy parce qu'en fait, on passe sur le sujet. Mais c'est aussi une bonne suggestion, peut-être à rajouter dans notre documentation aussi. Donc, c'est apprécié. Les notions bloquées, rebond temporaire, rebond permanent sont un peu floues. Pour moi, quelles sont les différences et faut-il les supprimer systématiquement lors du nettoyage? Alors, pour les emails bloqués, c'est des adresses bloquées par défaut par MailJet, il me semble, parce qu'elles sont présentes sur des blocklists, enfin des listes de blocage, et donc
oui, vous pouvez les retirer effectivement de vos listes parce que ça va nuire à votre délivrabilité. Les rebonds temporaires, donc il y a 2 types de rebonds. Il y a les rebonds temporaires et les rebonds permanents. Les rebonds temporaires sont a priori temporaires, puisque ça peut être lié à... donc ça veut dire que l'email vous revient parce qu'il n'a pas pu atteindre la boîte de réception destinée. Les raisons pour lesquelles il peut être temporaire, c'est parce que la boîte de réception, la boîte de destination est pleine, par exemple, ou il y a un message d'absence du bureau, ce genre de choses. Donc, le système Mailjet va essayer de renvoyer l'email à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'au bout d'un certain nombre d'essais, il arrête parce que ça ne mène à rien. Un rebond permanent, donc comme on l'a indiqué, c'est une adresse, par exemple, qui était active pendant un moment, mais qui ne l'est plus du fait de sa suppression, de son inexistence. Et donc, auquel cas, ça ne servira plus à rien de renvoyer. Donc, si vous avez des rebonds permanents, oui, il faut les supprimer de vos listes de contacts. Et donc, par rapport à la question, est-ce qu'il faut, c'est vraiment les rebonds permanents et bloqués. On est d'accord qu'il faut. Oui, voilà, c'est tout à fait. Oui. Okay. Au final, trier ou non ceux qui partent dans les spams des abos, même si on trie en soi, le pourcentage sera mieux. Mais en termes de réussite, ce sera le même nombre. Faire le tri n'est pas plus positif pour vos stats. Du coup, est-ce que le temps à perdre à faire cela est vraiment rentable? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, c'est plus rentable parce que, encore une fois, si vous continuez à envoyer en masse à la même liste qui n'aura pas été nettoyée, vous continuerez à recevoir ces statistiques négatives, donc les mises en spam, les désabonnements, les rebonds permanents, les blocages, ce qui va envoyer donc ce qui mathématiquement va réduire le pourcentage, comme vous le soulignez, d'interactions positives, donc les ouvertures et les clics, et ça va envoyer des signaux négatifs aux acteurs de l'emailing, notamment les fournisseurs d'accès et les services de messagerie, ce qui derrière va nuire à votre réputation d'expéditeur et à terme peut nuire à votre délivrabilité tout simplement. Donc, en fait, votre délivrabilité, ça dépend vraiment de vous. Donc, peut-être que pour l'instant, vous avez des bons résultats en ne pas triant vos contacts, mais à terme, ça va vous impacter. Il se peut que vos chiffres baissent. Voilà. Donc, on va prendre une ou deux dernières questions. Je conseille des retours de boîte pleine sur des adresses Gmail qui sont censées ne pas avoir de limite. N'est-ce pas des refus liés à des désabonnements internes Mailjet avec un message erroné? Avez-vous eu déjà ce cas? Alors, déjà, les adresses Gmail, elles sont limitées. On a une limite de, si je ne me trompe pas, 10 gigas. Donc, c'est conséquent quand même pour une boîte personnelle, mais il y a une limite. Et derrière, est-ce que ça peut être automatiquement généré par Mailjet? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que tu as une réponse à ce sujet, Stéphanie? Non, je suis désolée. On peut peut-être revenir vers vous avec une réponse, je ne sais pas, comme ça. Voilà, on peut peut-être noter les contacts de Gilles et l'envoyer un message. OK. Et une dernière question. Peut-on entrer une adresse mail sur plusieurs listes en même temps sans avoir à ouvrir chaque liste concernée? Alors, une même adresse peut être présente sur différentes listes de contacts, ça c'est sûr. Si une personne se désabonne d'une de vos listes, elle ne sera pas désabonnée des autres listes, par contre. Voilà. Et de faire sur plusieurs listes en même temps, aujourd'hui, non, on n'a pas une solution qui est optimisée pour ça. OK. Eh bien, merci pour votre attention. La suite pour nous, c'est l'Email Camp qui aura lieu dans un peu moins d'un mois. Merci pour la bannière, Thomas. Donc, c'est un rendez-vous annuel organisé par Mailjet, donc des discussions, des tables rondes en anglais uniquement autour du monde de l'emailing. Donc là, cette année, on va avoir plus d'une vingtaine de tables rondes sur ces questions d'emailing, de CRM, de relations clients, de relations destinataires, de multicanal, d'omnicanal. Donc, vraiment des sujets passionnants avec des experts venant soit de grands groupes ou vraiment des experts du monde de l'emailing. N'hésitez pas à vous inscrire. Et en ce qui nous concerne pour l'Email Academy, on n'a pas encore de date précise pour le prochain webinaire, mais on devrait en avoir une très bientôt d'ici la fin de l'année. Voilà. Bon, merci pour votre attention. C'était chouette. Merci beaucoup, oui. Et bonne fin de journée à tous. Allez, au revoir. Au revoir.